Un grand merci pour cette invitation. On est vraiment ravis de pouvoir d'avoir cette occasion à la fois de présenter nos travaux et puis aussi cette occasion d'échange. Puis alors vraiment, je suis pleine d'optimisme depuis la présentation de Jacques Mérès, puisque j'ai un peu plus de 40 ans et je suis universitaire. Donc l'avenir est devant moi. Merci. Nous travaillons, comme il a été dit en introduction, dans le domaine, on va dire, du management. Et on a été amené, à la suite d'un rapport qui avait été demandé par la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion en entreprise, de commencer à travailler sur le sujet de la prospective, l'avenir des établissements d'enseignement à la gestion. Ça, c'était en 2004. Et à partir de là, c'est vrai que ce domaine-là, comme vous le rappeliez, est assez particulier. On va le voir pourquoi. Et en même temps, probablement assez exemplaire aussi de ce qui est en train de se passer. Alors exemplaire au sens de l'exemple, non pas de l'exemple à suivre. Notre propos, on s'est demandé comment aborder cette journée. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les établissements, plus peut-être que sur le chercheur en tant que tel. Et également, on a une démarche qui est de plus en plus comparative, puisqu'au départ, on avait commencé à travailler sur la France, ensuite sur les différents pays européens, et là, on étend sur nos travaux et nos analyses sur environ 20-25 pays. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Notre projet, je crois, aujourd'hui, d'échange, c'est de discuter avec vous de le rôle que joue, un rôle de plus en plus central, que joue le chercheur en management dans les établissements qui sont centrés sur cette discipline, le rôle central que joue le chercheur en management dans le modèle d'affaires, au business model de ces établissements, c'est-à-dire il est au cœur même des ressources qui sont générées par ces établissements. Et c'est peut-être un peu contre-intuitif, puisqu'on pourrait penser effectivement que la recherche est essentiellement un centre de coûts et qu'on va retrouver des revenus sur d'autres activités de ces établissements. On va montrer comment, par ce mécanisme finalement d'intégration au cœur du business model de ces établissements, eh bien, le travail du chercheur en management s'est profondément transformé ces dernières années. Alors, pourquoi le management, au-delà du fait que nous sommes dans cette discipline? C'est vrai que c'est une discipline qui est très jeune, qui connaît une concurrence internationale, notamment au niveau des établissements, qui est extrêmement, on va dire, frontale, au niveau mondial, et qui a aussi pour particularité, du fait de sa jeunesse, de chercher, on va dire, sa légitimité. On en parlait un peu tout à l'heure sur la question de la recherche et de la scientificité de la recherche en management. C'est une discipline qui recherche sa légitimité, notamment vis-à-vis d'autres sciences, ce qui en fait une particularité et ce qui a évidemment un impact non négligeable sur les activités des chercheurs en management. Alors, la France a une place un peu particulière en Europe dans ce domaine, puisque les premières finalement écoles de gestion, de management ont été créées en France, 1819 pour l'ESCP, de mémoire c'est 1881 je crois pour HEC, 1907 pour l'ESSEC, pour citer les trois, on va dire, grandes parisiennes en France, et ensuite une entrée, on va dire, dans l'université à travers les IAE, à la fin des années 50 pour l'IAE-DEX, et un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, pour l'IAE de Paris. Donc c'est on va dire, un domaine qui s'est développé au cours du XXe siècle, avec irrigué, on va dire, par notamment la formation dans les écoles de commerce et par aussi l'influence des écoles de commerce en France, et qui s'est légitimé, on va dire, scientifiquement, en tout cas qui a commencé à se construire institutionnellement comme une discipline dans les années 70, avec notamment la création du concours d'agrégation du supérieur, d'agrégation des universités, en 1975, puisque, comme c'était rappelé, la gestion, les sciences de gestion sont une des disciplines à concours d'agrégation. Alors c'est un domaine aussi qui a une particularité, c'est qu'il draine beaucoup d'étudiants. Dès les premières années de licence,
mais encore plus, on va dire, au niveau master, où en France, on estime, en fourchette basse, que le management représente à peu près 20% des étudiants de master. En Angleterre, les chiffres que l'on a sont autour de 25%. Mais on trouve à peu près ces volumes-là, et ces représentations-là, ces rapports-là, dans les différents pays que nous avons étudiés. Alors, c'est un domaine qui est très dominé par les États-Unis, notamment par les revues américaines. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que le développement, on va dire, et la recherche d'une légitimité scientifique, au sens des sciences dures, de la recherche au management, a probablement aussi appuyé, on va dire, ce mouvement. En France, on avait au début du XXe siècle, on prend quelqu'un par exemple comme Fayol, qui est considéré comme un des penseurs en management, qui fait partie des pères, on va dire, de cette discipline, et ça partout dans le monde, les Américains le reconnaissent aussi très bien. On a développé aussi une pensée relativement autonome des États-Unis, par exemple en comptabilité, où s'est développé aussi des travaux de recherche spécifiques. Il y a une école de la comptabilité française. Et cette relative, on va dire, autonomie intellectuelle, c'est aussi, on va dire, traduite par les capacités d'emprunt de ce domaine, notamment, je pense au fait que à l'économie, évidemment, mais également au droit, notamment d'un point de vue institutionnel, ou à la sociologie. Mais il est vrai que là, les pratiques depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ont connu une véritable bifurcation et une tendance à la convergence, on va dire, vers des pratiques communes partout dans le monde et influencées très fortement par le modèle américain. Quelques éléments de définition pour qu'on s'entende, on ne va pas rentrer dans des détails, mais juste pour cadrer un peu les choses. Tout d'abord, établissement d'enseignement supérieur de gestion, le business school. Si on dit business school en français, on va penser grande école de commerce historique et grande école de management, puisqu'elles ont cherché à changer de nom ces dernières années, pas tout à fait par hasard, alors que ce n'est pas seulement ça. On a vu qu'il y a les IAE à l'université, mais aussi des facultés de gestion dans les universités françaises. Par contre, on ne va pas inclure là-dedans les programmes de type BTS ou DUT, sachant qu'il y a pas mal de programmes de cette nature. Nous sommes plus sur des établissements qui marient une formation qui est indéniablement professionnalisante, mais qui a quand même des fondements qui vont chercher dans des disciplines scientifiques établies, des sciences sociales évidemment, des sciences économiques en particulier, de la sociologie, ça a été dit. Donc on parle de ce type d'établissement. Dans le monde, le mot générique sera le mot business school, et il nous arrivera dans notre propos d'utiliser ce terme générique à la place d'établissement, mais c'est à ça qu'on pense. Le management, on couvre là non pas l'économie appliquée. Vous voulez donner des boutons à des chercheurs en management, vous leur dites qu'ils font de l'économie appliquée, ça ils ont du mal, pardon Jacques. Nous sommes sur la conduite de l'action collective organisée. La conduite de l'action collective organisée. Un cap, la stratégie, une organisation, une structure et des processus, une animation, un leadership, embarquer des collaborateurs, des équipes, les piloter, donner du sens, et puis enfin le contrôle, la performance économique et les autres formes d'impact, et la mesure de ça pour le suivi et corriger par rapport à la stratégie. Voilà les dimensions du management dont nous parlons. La gestion, c'est la même chose. On peut raffiner un peu si on veut, en tenant compte du fait que derrière la gestion, on sent beaucoup plus prégnant les notions de comptabilité et de finance, avec une petite difficulté que la finance elle-même est composée de la finance d'entreprise et de la finance de marché. Et pour nous, en management, la finance de marché relève quand même beaucoup plus de l'économie qu'elle n'est une discipline managériale. Et il nous faut utiliser deux idées que nous sommes tous les deux profs de stratégie, Stéphanie et moi, que vous connaissez dans le langage courant, mais pour clarifier, le portefeuille d'activité d'une organisation, d'une entreprise, d'une organisation productive, c'est l'ensemble de ses activités
Danone est dans les produits frais, les yaourts, et dans les boissons, l'eau minérale, etc., et dans la nourriture infantile. Ils ont vendu leur activité historique, par exemple, dans le biscuit. Bon, voilà un portefeuille d'activités. Un peu comme un boursicoteur a un portefeuille d'actions en bourse. Eh bien, il a son portefeuille. Voilà le terme utilisé. Et puis, un deuxième terme que nous allons utiliser, c'est celui de business model ou de modèle d'affaires. C'est la façon dont une organisation va générer ses revenus. Alors pour une organisation qui cherche à survivre dans la durée et à avoir du profit, elle va avoir du revenu supérieur à ses coûts, bien sûr. Mais pour une organisation publique aussi, on a un budget qui est lui-même alimenté avec des ressources propres éventuelles, et on fait en sorte de ne pas dépenser plus que dans la durée moyenne longue que ce qu'on ramène. Et la façon dont on s'y prend pour avoir des revenus et pour investir dans certaines activités, ça s'appelle le business model ou le modèle d'affaires. Ces éléments étant en place de façon très succincte, quelques références pour situer ce que nous avons fait sur ces questions. Alors, on commence par quelque chose sur lequel nous travaillons, un ouvrage qui sera en fait en 2 volumes, qui est une sorte d'encyclopédie de l'état du monde des business schools. Et ça doit sortir fin d'année. On est en train de rendre le manuscrit du premier volume à l'éditeur là, dans les semaines qui viennent, c'est un peu intense, et un deuxième, et on a des chapitres, on a mobilisé des collègues dans différents pays pour nous écrire l'état, les tendances, en leur donnant un cadre un peu précis de ce qu'on cherchait à mettre en évidence. Nous avions fait dans la foulée du rapport FNEJ de 2004-2005 une publication en anglais d'un ouvrage qui était Le futur des business schools, qui était assez critique. Nous entendions montrer qu'il y avait un problème en Europe, qu'on était en train de suivre aveuglément des règles du jeu importées des États-Unis, ce que nous allons voir dans un instant, et les conséquences sur le travail de recherche vont être assez claires, qui ont apporté beaucoup et en même temps posé un certain nombre de difficultés. Et donc cet ouvrage était une sorte de plaidoyer pour dire, écoutez, il faut qu'on s'y prenne autrement. En gros, notre thèse était, il nous faut en Europe pour les business schools une stratégie duale, du rattrapage, parce qu'il y avait vraiment il y a toujours un écart par rapport aux principales business schools nord-américaines, mais aussi une différenciation. Si on suit aveuglement, on leur courra après pendant des décennies. Les ressources ne sont pas les mêmes, les logiques ne sont pas les mêmes, il n'y a aucune raison de faire la même chose. Le monde n'a pas nécessairement besoin de ça, et les pays non européens, non américains peuvent être intéressés par une deuxième offre de management. Nous avons fait en 2011 un deuxième bouquin plus sur une réflexion plus académique sur les contenus pour une reconception des business schools en Europe et potentiellement ailleurs, avec une réflexion sur les contenus et aussi à nouveau une réflexion sur les règles du jeu que nous avions importées un peu trop facilement, nous semble-t-il, d'Amérique du Nord. Et puis un papier qui a été un peu un brûlot, donc ce n'est pas un article scientifique, c'est plutôt une tribune dans un British Journal of Management, où nous essayons de dresser la vision que nous avions et que nous avons toujours de l'état de la recherche et des mécanismes qui ont transformé l'activité des chercheurs en management. Une fois ce cadre, on va dire, posé, peut-être revenons à les différentes activités qui constituent finalement le périmètre d'action des établissements d'enseignement supérieur à la gestion. On les a décomposés on va dire, cinq grandes activités qui, à travers le temps, dont le poids, on va dire, à travers le temps, va être amené à évoluer et à changer. Comme c'était rappelé tout à l'heure par Helga, nous sommes dans un environnement où, c'est vrai, la monnaie n'est pas de l'argent, mais de la réputation. Et c'est un des premiers, probablement, on va dire, ressources que ces établissements-là recherchent. C'est cette ressource, on va dire, réputationnelle. Mais cette ressource est de plus en plus, on va dire, de plus en plus besoin d'être alimentée aussi par des ressources financières et se développe, de ce fait, on en parlera un peu plus tard, un véritable marché, on va dire, de l'enseignant-chercheur et plus particulièrement du chercheur dans le domaine du management. C'est pour ça qu'on a ces deux colonnes
en quelque sorte, qui vont nous permettre d'analyser l'impact et la portée des différentes activités de ces établissements. Alors, nous avons ce que nous avons appelé la licence, c'est-à-dire ces 3 premières années, même si après, en fonction notamment des pays, ça va être 3 ou 4 années, vont être, on va dire, considérées, mais on va considérer cela comme dans un pot commun qu'on va appeler licence ou bachelor en anglais, qui était, alors notamment en France, considéré, probablement du fait d'ailleurs des classes préparatoires, plutôt comme étant neutre, voire source de coûts dans les établissements. Et puis, avec le développement notamment de la concurrence internationale, le besoin de générer des ressources complémentaires, on voit se développer la notion de bachelor, même dans les établissements qui étaient à classe préparatoire. Et on voit par exemple l'importance que ça prend dans le cadre de l'ESSEC, la volonté également de l'ESCP de lancer son bachelor. Probablement HEC, si on suit le mouvement, s'y mettra dans les... Alors peut-être que c'est filmé, c'est problématique, parce qu'il va y avoir une trace, mais bon, on peut prendre le pari qu'HEC s'y mettra aussi, pour pouvoir générer des ressources et des revenus complémentaires, même si l'impact sur la visibilité et la réputation, notamment sur la marque, n'est pas en soi essentiel. Et puis on voit aussi les établissements dits publics, par exemple en France, commencer, alors je prends le cas de Dauphine, mais la pression existe dans d'autres établissements pour rendre cette activité, en tout cas ce niveau licence, payant, en tout cas avec certains droits d'inscription. La partie master, dans laquelle on a inclus aussi ce qu'on appelle les MBAs, parce que c'est, en termes de comparaison, notamment avec d'autres pays anglo-saxons, c'était plus simple de les mettre dans les mêmes dimensions. Les MBA et les masters sont une activité critique en termes de réputation, parce ce sont des activités qui sont clés dans les rankings, dans lesquels notamment les journaux, type le Financial Times, on va dire, mettent un accent tout particulier pour classer les différents établissements. Vous avez, par exemple, le classement des Master of Science in Management dans le Financial Times, qui est sorti à partir de 2004 et qui a à la fois valorisé la spécificité européenne en termes de formation en management, mais qui a en même temps eu un impact très important en termes de mimétisme stratégique de ces différents établissements et donc de mimétisme aussi stratégique des chercheurs. Troisième activité, qui est la formation continue. Nous avons eu la sortie d'un rapport récemment en novembre concernant l'importance, le potentiel notamment de la formation continue dans les universités françaises, potentiel qui est pour l'instant considéré comme sous-exploité en France. C'est beaucoup moins le cas dans les écoles dites consulaires ou privées, où la formation continue joue un rôle central dans l'obtention notamment de ressources financières. Et là, l'impact sur la réputation est plus modéré pour les MBAs, mais c'est vrai que certaines formations, on va dire, continues, constituent quand même on va dire un lieu de rayonnement pour ces établissements. Quatrième activité, qui est celle en fait de la recherche et du programme doctoral, qui est plus là, il va falloir financer notamment ces chercheurs, et parfois pour faire presque essentiellement que de la recherche, qui ne vont pas intervenir dans les autres activités, mais en revanche cette recherche, du fait des différents systèmes d'évaluation sur lesquels nous allons revenir, est absolument critique en termes de reconnaissance de ces établissements. Et cinquième activité, dont on commence à parler un peu plus en France, mais qui peut être très très présente, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est toute l'activité de donation, notamment de donation auprès des acteurs privés, mais également des acteurs plus publics, alors européens notamment pour les pays européens, mais qui jouent aussi un rôle central. Et les pays anglo-saxons sont beaucoup plus habitués que nous, d'ailleurs. C'était bien montré dans les pays dominants, on va dire, pour le programme ERC, où l'Angleterre sont beaucoup plus habitués, on va dire, à jouer aussi de cette activité-là. Donc deux facteurs clés de succès, la réputation, la marque, et cette réputation, cette marque est aussi alimentée
par les financements de la formation et de la donation. Alors, nous avons vécu, alors là on se concentre sur le cas du management, mais je crois que c'est aussi une tendance aussi générale. Nous avons vécu et nous vivons à une bifurcation, probablement du métier d'enseignant-chercheur, particulièrement dans le domaine du management, depuis, on va dire, la fin des années 90 et le début des années 2000, avec tout particulièrement une montée en puissance des systèmes d'évaluation externes qui existaient auparavant, notamment dans les journaux. On sait tous combien, en France par exemple, les écoles de commerce ont été classées depuis les années 80, 1980, dans les hebdomadaires souvent. Et combien ces classements, d'ailleurs, il faut augmenter les ventes lorsqu'elles sortent des numéros qui les publient. Donc c'était un domaine qui connaît, on va dire, l'évaluation externe depuis longtemps, du fait notamment de ces classements par les journaux du type hebdomadaire, mais qui, disons, a vécu depuis la fin des années 90 une pression extrêmement accrue de cette évaluation. Alors, notamment, il y a plusieurs formes d'évaluation. Il y a l'habilitation, l'accréditation, le classement. On a connu le développement, notamment de l'accréditation internationale, avec l'arrivée de l'ACSB en Europe. Il y avait une forme, jusqu'à présent, de pacte de non-agression entre l'agence d'accréditation américaine et celle qui était susceptible, et celle européenne qui était susceptible de porter l'agence d'accréditation européenne. Et en 1997, les SEC en fait rompent ce pacte et demandent une accréditation par l'ACSB, donc l'agence américaine qui évalue les établissements type business school. Et les SEC est accrédité très vite. En réponse, le FMD, qui est l'agence d'accréditation européenne, lance son label, EQUIS, pour, en quelque sorte, contrer, dans l'histoire, pour contrer, en quelque sorte, la normalisation américaine qui était en train de se mettre en place dès 1998. Et c'est comme ça que les établissements commencent à courir après les deux formes d'accréditation, américaine et européenne. HEC s'est mise aussi immédiatement, dès que les SEC est entré dans le jeu, HEC s'est mise immédiatement l'année qui a suivi. Dans le même temps, et ça c'est vrai pour l'ensemble des disciplines, il y a une montée en puissance des classements mondiaux, des formations et des établissements. Et ces classements mondiaux ont pour spécificité d'être basés sur des listes de revues scientifiques dont on parlait, c'est-à-dire finalement sur une modalité unique, simple, comptable, finalement des systèmes d'évaluation de l'excellence de ces établissements. Alors, par exemple, le Financial Times, dès 1999, a lancé le classement des établissements européens dans le domaine du management, notamment sur la base d'une liste de 45 revues qui avait été décidée c'était Deborah Bradshaw à l'époque, qui était la journaliste papesse du classement du Financial Times. Et c'est sur cette liste, entre autres, qui est classée la qualité de la recherche de ces établissements. Sans parler évidemment, et là ça nous concerne tous, c'est-à-dire toutes les disciplines, c'est-à-dire l'impact, notamment l'impact en France, dans les politiques publiques françaises, du classement de Shanghai qui est sorti en 2003, où là notamment il y a un focus sur 2 revues dans le classement de Shanghai. Et dans le domaine du management, on est très très embêté puisqu'on n'a pas de prix Nobel, ni de médaille Fields. Donc c'est beaucoup plus compliqué évidemment d'apparaître dans ce classement pour nous, mais on court quand même après en embauchant dans ces établissements, notamment des économistes et des mathématiciens. Troisième mouvement qui a accompagné le processus de Bologne en Europe, qui est la création des agences d'évaluation nationales. Évaluation aussi sur la base de listes de revues scientifiques. Et là, le mouvement, finalement, s'est fait quasiment 5 ans. C'est-à-dire l'Allemagne en 2005. Alors, les agences, après, ont différents statuts. Ça peut être des statuts de fondation ou des statuts d'agences publiques. Donc, l'Allemagne en 2005, la France en 2007 avec la ERS, puis maintenant la HCRS, le Portugal en 2009, l'Italie en 2011, pour donner quelques exemples. Donc, on est entré en moins de 10 ans dans une pression qui existait encore une fois dans les établissements de gestion par les classements dans les hebdomadaires, mais de manière très, on va dire, poussée, très vive, très puissante,
dans un système qui est extrêmement influencé par ces classements effectués par finalement des acteurs publics, mais aussi et surtout en fait par des acteurs privés. Cette évolution, c'est ce qu'on va montrer notamment de Thomas, a profondément, on va dire, transformé ce modèle, et notamment transformé ce qu'on appelle les formes de reconnaissance de la recherche, et les formes d'excellence finalement de la recherche en management. On a vu le portefeuille des activités. Regardons comment ce portefeuille des activités se retrouve mobilisé dans une construction qui est un modèle d'affaires, un business model des établissements. Alors, on va décrire ici un modèle générique. Il est adapté au cas par cas suivant les différents établissements, et je tenterai de montrer quelques exemples de situations ad hoc sur des établissements connus. Le cœur du réacteur, c'est cette dualité ressources, financement, réputation, marque. Et les ressources sont là pour renforcer la marque, la réputation, et la réputation permet d'attirer des ressources. C'est tout le jeu. Et avec les éléments d'activité, du portefeuille d'activité d'un établissement, d'une business school, on se retrouve à avoir sur la partie droite de ce schéma ce pourquoi un établissement de ce type est fait, c'est-à-dire de former des jeunes à l'exercice du management avec un bagage qui leur permettra d'opérer dans des organisations productives, des entreprises. Donc là, l'enjeu dans le business model, vu l'enjeu de réputation, c'est plutôt d'attirer les plus talentueux, quand il y a la possibilité de sélectionner, ce qui n'est pas le cas partout, dans tous les établissements, on sait bien. D'avoir une bonne visibilité auprès des recruteurs, et puis d'avoir une base historique d'anciens qui, comme les Américains à titre personnel, riches, disent « I wanted to pay back what I received », j'ai envie de donner à l'université où j'ai fait mes études des choses, de l'argent, parce que voilà, ils m'ont permis de faire la vie d'homme riche ou de femme riche que j'ai pu avoir dans mon pays. Bon, on a moins cette culture en Europe. Cela étant, les fondations se mettent en place. Au début, elles étaient très orientées plutôt vers les entreprises pour obtenir des donations d'entreprises. Et petit à petit, les acteurs des fondations et les établissements se rendent compte que les sources de donations sont plutôt des individus qui ont réussi et qui décident de faire une petite compétition entre eux sur qui aura donné le plus. Entre 2008 et 2012, HEC aura levé de l'ordre de 120 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Alors 120 millions d'euros, si on le met dans une fondation de stock pour ne tirer que des intérêts, donne des intérêts, surtout par les temps qui courent, qui sont quand même pas si considérables que ça, mais c'est de l'argent de poche, complètement libre d'utilisation. Et ça représente quand même quelque chose dans les budgets de ces établissements. Donc ça, c'est la première boucle qui correspond à l'utilité sociale des établissements de formation au management, puisque là, il y a des emplois, il y a des débouchés, il y a des familles qui attendent que leurs enfants soient formés, il y a des recruteurs qui veulent des gens formés, etc. Deuxième boucle, c'est la boucle de la formation continue. Alors, dans le monde des business schools, on parle de executive education. Exec ed, ça fait encore mieux. C'est la même chose. Bien sûr, avec des niveaux de programme et des niveaux de participants qui varient suivant les programmes. C'est en général à prix d'or. Dans un vocabulaire de la stratégie, on dirait que c'est une vache à lait. C'est de là qu'on peut tirer des ressources, puisque le coût de production est bien inférieur au niveau de facturation qui est payé par les entreprises. Et là, on a une activité qui va vraiment générer des ressources. Et puis, il y a une troisième boucle, qui est celle qui nous occupe dans cette journée, et qui est un cas un peu particulier dans la science au sens générique et dans l'étude de la recherche, l'activité scientifique, c'est qu'on est sur des marchés solvables, c'est-à-dire qu'on a une solvabilité ici, certaine,
En gros, on a substitué des voyages transatlantiques pour aller se former dans les mecs du management outre-Atlantique par des programmes en Europe. Et ici, on a une base qui permet de diluer les coûts fixes, voire un peu mieux si on gère bien, ce que Stéphanie Dameron évoquait tout à l'heure. Et tout ça va nous servir à obtenir des ressources pour investir dans de la recherche. Et l'enjeu de la recherche, ici, c'est de la reconnaissance. Et on voit bien que l'enjeu de la recherche n'est plus la production de connaissances. On a inversion de la fin et des moyens. On veut de la réputation. Pour avoir de la réputation, on va investir dans de la recherche pour avoir des publications dans des revues étoilées, on comptera les étoiles et on sera bon à la course aux étoiles. Le modèle est terrible. Il n'est pas spécifique à ce champ du management, parce qu'on sent bien des choses un peu équivalentes dans la course aux étoiles, dans d'autres champs scientifiques. C'est très dur sur les jeunes. Mais ici, cette boucle-ci va construire de la réputation qui va permettre de justifier la collecte de ressources et donc la source de rente. Le business model devient très clair. Et de fait, ces établissements, pour un certain nombre d'entre eux, choisissent de donner des primes très significatives à leurs membres du corps professoral qui publient dans une revue à tel nombre d'étoiles. Les nombres d'étoiles varient en fonction des établissements, mais en gros, les revues étoilées sont connues et on vise, et c'est très significatif sur les rémunérations. Alors, des déclinaisons de ça sur quelques établissements connus. Si on prend l'INSEAD à Fontainebleau, qui est un établissement plutôt européen que français. Il est en France, mais il a une vocation. C'était un établissement américain qui se trouvait quelque part en Europe et se trouvait être à Fontainebleau en France. Aujourd'hui, c'est un établissement européen à vocation mondiale, qui est aussi à Singapour, et qui est en France, mais qui cherche à ne pas paraître trop comme français. L'INSEAD a choisi de ne pas avoir cette boucle-ci. L'INSEAD, historiquement, s'est développé là, et il y a à peu près 20 ans, s'est mis à investir dans un programme doctoral. Ses professeurs étaient des chercheurs, mais surtout très bons dans la salle de classe, et ça s'est équilibré, voire inversé. Cela étant, il faut passer la rampe face au groupe d'exécutifs qui arrivent et qui payent à prix d'or leur programme. L'IMD à Lausanne n'a ni MBA, ni formation première. C'est pas ça. Eux, ils sont exclusivement là-dessus. Et ils n'ont pas d'activité de recherche formelle. Leur recherche se passe dans la salle de cours ou de classe ou d'animation avec des praticiens. Et dans l'échange, ils essaient de tirer matière à publication. C'est un modèle très très particulier, très original. L'IMD est le concurrent frontal de l'INSEAD. L'ESCP Europe, à Paris, a développé très fortement les Masters of Science in Management, qui est pour eux une source de revenus assez conséquente. Des établissements privés, dont je tairai le nom, ont su se concentrer sur cette boucle-ci en la gérant de façon rentable. Et en gros, en profitant, je vais être un tout petit peu caricatural, ne m'en veuillez pas, en profitant de ce que le choix est binaire pour des parents français et leur progéniture qui va passer le bac, la classe préparatoire avec un travail conséquent pendant 2-3 ans, puis une école qui sera plus ou moins satisfaisante en termes de qualité, de ranking, versus un parcours universitaire, et l'emploi n'est pas franchement nécessairement au bout du chemin, où ça sera un peu plus long et plus difficile, plus incertain, et bien là, il y a une voie médiane qui est ouverte par des écoles privées qui ont choisi de se concentrer sur cette boucle-ci et qui proposent quelque chose qui est payant, on va dire en ordre de grandeur de l'ordre de 10 000 € par an. Bon, et ils se débrouillent à produire pour moins cher, mais en produisant quelque chose de solide, de propre. Le prof est là, le cours se tient, les étudiants sont satisfaits, et les chiffres sont que dans les 6 mois de sortie de l'école, il y a 80% des diplômés qui ont un job. Et bien, les familles préfèrent se débrouiller à payer 10 000 € par an pendant 3 ans, 4 ans, plutôt que de faire un choix risqué, parce qu'un certain, vu le profil de voiture de course ou pas de leur enfant qui irait dans une classe préparatoire, versus
un chemin universitaire où on apprend l'autonomie, mais où l'emploi est un peu plus incertain à la fin. Dauphine, Stéphanie va réagir, je vous donne ma version. Dauphine est une université business school dans laquelle la boucle de la recherche est brillante, beaucoup autour des maths et de l'économie. Il se construit maintenant beaucoup à Dauphine une recherche de management de qualité. Dauphine a beaucoup formé les docteurs en management depuis les années 70, un poids considérable des docteurs de Dauphine, et est en train de construire un profil de business school avec l'ensemble du business model. Ça te va comme formulation? Joker. D'accord. Je suis au CNAM. Le CNAM est un ovni, formation supérieure professionnalisante tout au long de la vie. L'établissement de la République, dont on est très fier, je suis très fier d'y être. Imaginez-vous qu'on a au CNAM un MBA en anglais. On ne s'y attend pas. Et on a des programmes de cette nature au CNAM parce qu'il y a une demande. Le cas cœur de cible pour ce modèle, c'est HEC. HEC, c'est ça. C'est vraiment ça. Nous le décodons comme ça. D'ailleurs, on a écrit le premier bouquin, beaucoup en pensant à Bernard Ramanantsou, qui était le patron d'HEC à l'époque, et qui vient de décrocher il y a 1 an. Encore une dernière école pour la route, l'EDEC. L'EDEC, c'est la finance. Ils ont beaucoup souffert après 2008. Ils se reprennent du poil de la bête et ils axent toute leur recherche sur le monde de la finance. Ils sont évidemment présents ici. Ils font de la formation continue exécutive et leur recherche est plutôt de l'économie qui leur permet d'occuper le terrain. Alors, qu'est-ce que tout ça? Pourquoi on vous raconte tout ça dans une journée comme celle-ci? Parce que cette évolution institutionnelle a considérablement changé la pratique de la recherche en management. D'abord, et c'est une bonne chose, en donnant un coup de fouet à la recherche en management. En Europe, aux États-Unis aussi d'ailleurs, indéniablement, et dans plein d'autres pays qui suivent le même chemin. Un coup de fouet parce que les instances d'accréditation ont exigé que des établissements, je pense aux écoles en France, qui n'avaient presque pas de corps professoral permanent et qui avaient très peu de docteurs parmi leur corps professoral permanent, et au moins 50% de docteurs. Aujourd'hui, ces établissements ont atteint les 2/3 à peu près de docteurs dans leur corps professoral permanent. L'université, c'est évidemment tous des docteurs, en dehors des profs affiliés, bon, certains des praticiens, mais qui est plus marginal. Donc un coup de fouet en termes de structure et aussi en termes de production. Beaucoup de production. Cela étant, cette production est très orientée. De par l'objectif qui vient d'être évoqué, les deans des business schools, les directeurs de ces établissements, mettent une pression considérable pour obtenir des étoiles, donc pour orienter les publications vers un nombre limité de revues qui permettront d'obtenir des étoiles. Au passage, vous avez en tête que, et c'est terrible, ce faisant, les établissements sous-traitent l'évaluation de la production de leurs ressources humaines, de leur corps professoral, la ressource humaine la plus chérie dans ces établissements, à une évaluation externe, et ne lisent pas les productions en question. C'est intéressant d'avoir des revues étoilées, puisqu'on prend juste le nombre d'étoiles, c'est passé en telle revue, donc c'est bon, c'est très grave, ça nous emmène très loin. Et donc là, on touche un peu à des limites, mais qui ne sont pas propres qu'à ce champ, mais là, vraiment, vu la pression qui est mise par la concurrence pour les ressources, c'est vraiment majeur. Ça a une autre conséquence, c'est que les designs de recherche, donc les sujets abordés, la façon dont on les aborde, sont complètement transformés. Les études longitudinales, cliniques, ne sont plus possibles, ça ne paye pas. Et donc, les chercheurs choisissent d'aller vers ce qui permettra de faire de la publication. Et donc, on est plutôt dans du quantitatif, et il en faut, ce n'est pas du tout la question, qui est beaucoup plus rapide. Les thèses se sont transformées. Aujourd'hui, on est rentré dans la norme qui est des thèses sur articles. Donc, les thèses que je vais qualifier avec un grand sourire à l'ancienne, la belle dissertation en ayant creusé un sujet au fond, c'est fini. Ces articles sont, pour une partie d'entre eux en anglais, doivent déjà avoir été pour partie publiés. Bon.
Et puis, il y a cette inversion de la fin et des moyens que j'évoquais tout à l'heure dans les activités du chercheur, où la soif de comprendre les objets qu'on regarde, de comprendre le monde, la soif de produire de la connaissance, de questionner, de débattre, s'estompe, et on est essentiellement à vouloir produire parce qu'il faut des publications pour la réputation de l'établissement et sa propre carrière, bien sûr. Ça débouche sur une pression sur la productivité avec un cas que je vais vous décrire en 2 mots. Je vais même me permettre de désigner, même si je suis enregistré comme ils s'en sont vantés, c'est absolument étonnant, une école privée, l'IPAG, à Paris, des chercheurs de cet établissement qui racontent à un journaliste comment ils travaillent. Ils ont industrialisé, taylorisé le travail de recherche. Mais ça en devient une caricature. Il y a le spécialiste des introductions, le spécialiste des traitements statistiques, ça on peut comprendre, le spécialiste des conclusions, le spécialiste des tableaux, et voilà, et ils publient collectivement comme ça une bonne vingtaine d'articles par an à plusieurs, et ils ont fait monter d'un coup dans les rankings, dans les classements, l'IPAG, rayonnement intellectuel, scientifique, néant, mais affichage de chiffres pour le chiffre. La publication au kilogramme. C'est grave. Alors, c'est un cas extrême, j'en parle, on en a discuté avant de savoir si on en parlait comme ça, il nous paraît important de dire que des dérives peuvent aller jusque-là. Ça a horrifié notre communauté, c'est pas ça la recherche en management, ça n'a pas vocation à être ça. Je peux pas croire que ça sera imité, mais on a cette pression sur la productivité parce que la recherche est au cœur du business model des établissements. Et donc certains n'arrivent pas. Conséquence aussi, là on entre plus particulièrement notamment sur la question du corps social hein, au sein des établissements, mais on va dire une conséquence qui était latente il y a encore quelques années, qui devient patente maintenant, c'est probablement la bipolarisation du corps professoral dans les écoles de commerce. Et puis, quelques signaux faibles que l'on perçoit dans les universités, notamment, ce qui est permis par l'autonomie des universités et les recrutements contractuels. Alors, quelques éléments. Les corps professoraux se segmentent. Alors après, ça dépend des termes. Parfois, on va appeler corps professoral permanent ou professeur, et les professeurs affiliés. Les professeurs donnant peu d'heures de cours, étant surtout en fait évalué sur sa capacité à produire des articles dans les revues les mieux classées, tandis que le professeur dit affilié, c'est souvent ce terme-là qui est utilisé, lui est plutôt dédié même essentiellement dédié à l'enseignement, en formation initiale, mais surtout en formation continue. Le professeur affilié n'a pas forcément d'ailleurs de doctorat, n'est pas forcément soit un chercheur, d'ailleurs n'a pas l'autorisation de suivre des doctorants dans les établissements, dans les écoles françaises, mais fait partie, on va dire, du corps permanent des professeurs. Et on voit des proportions, on va dire, si on a 100 professeurs chercheurs, on va avoir une cinquantaine de professeurs affiliés qui va, lui, on va dire, être devant les étudiants ou les élèves et être en salle de cours. À l'université, on commence à voir cette segmentation poindre, notamment dans les recrutements pour la formation continue, puisqu'on a une problématique de ressources, avec le métier d'enseignant-chercheur se déséquilibre, on va dire, au profit de la recherche, et se développe progressivement, et il faut étudier ça pour la suite, des recrutements au titre de professeur. Après, tout dépend les termes qui sont utilisés, mais plus dédiés là à la formation continue. Donc on commence on va dire à couper en deux finalement l'enseignant-chercheur dans les universités pour soit mettre l'accent sur l'enseignement, soit mettre l'accent sur la recherche, mais plus les deux en même temps, ce qui était quand même, c'est vrai, le cœur de ce qu'est l'universitaire.
Cette bipolarisation se retrouve au niveau, non pas seulement individuel, mais des établissements, avec une notion qui est une notion assez, en soi, étonnante, qui est cette notion de research university. Alors qu'une université, de la même manière, par définition, produit de la recherche et de l'enseignement en articulant justement les deux. Cette notion de research university, ou de research intensive, mais souvent on oublie l'intensive, mais research university est en soi un signal d'une réflexion probablement à avoir plus largement sur qu'est-ce que dans ce cas-là une université au sens générique du terme. On voit aussi, du fait de cette focalisation sur la recherche dans le métier d'enseignant-chercheur, un découplage entre finalement la production de contenu, production de connaissances dans les articles et le contenu des enseignements, avec cette bipolarisation du corps professoral, l'accent mis sur la production des travaux dans les articles, des travaux publiés dans des supports type articles scientifiques. On assiste à cette difficulté finalement progressive à faire passer ces nouvelles connaissances dans les enseignements. Et ça se traduit alors tout particulièrement dans le domaine du management par finalement la difficulté à orienter les enseignants-chercheurs qui font de la recherche vers aussi la production de manuels, de cours, d'enseignement qui permettraient justement d'intégrer de manière plus institutionnelle en quelque sorte cette production de connaissances dans les enseignements. Si ce n'est plus celui qui fait de la recherche qui enseigne également, comment se fait alors la fluidité, on va dire, entre la production de connaissances et l'enseignement. Dernier point, qui est peut-être un des points, en tout cas dont on va parler de manière plus formelle, c'est cette déconnexion si croissante entre, on va dire, le monde de la pratique, qui concerne en quelque sorte l'objet du management, et plus particulièrement, on va dire, les entreprises, et toute forme d'organisation productive, et le monde de la recherche, c'est-à-dire le monde finalement de la pratique, et si je réduis cette représentation en parlant des entreprises, ne comprend plus ce que l'on fait. Déjà, nous avions du mal, on va dire, à instaurer un dialogue fécond entre ces deux mondes, mais là, on assiste à une forme de scission. Et d'ailleurs, il est très intéressant de regarder ce qui se passe à l'heure actuelle dans la gouvernance des écoles de commerce, où les parties prenantes, et notamment les anciens et les entreprises, commencent à faire entendre leur voix, notamment lorsqu'il y a changement ou renouvellement du mandat du directeur général. Donc c'est très intéressant, on est à l'heure actuelle dans des phases de changement justement de mandat dans ces écoles, de voir ce que ces parties prenantes-là sont en train finalement d'exprimer. Autre signal, c'est le développement par des entreprises privées de MBA. Les MBA n'ont pas d'habilitation, ça ne correspond, c'est un terme qui n'est pas protégé, on va dire, par une habilitation. Vous avez par exemple une entreprise de conseil comme Mazars qui a créé son propre MBA. Vous avez aussi le développement des universités d'entreprise qui demandent aussi à accompagner finalement et à construire leur propre programme qu'elles estiment être plus pertinent, plus en phase avec leurs besoins que ce qui est proposé à l'heure actuelle dans les établissements d'enseignement et de gestion. On conclut. Donc notre propos aujourd'hui était justement de montrer cette imbrication, on va dire, entre les changements institutionnels que l'on vit et les transformations du travail du chercheur, tout en gardant en tête que nous sommes très acteurs de ces évolutions-là. Nous faisons partie des organismes d'évaluation, notamment publics. Nous sommes dans les comités de lecture des revues. Nous sommes dans les comités de recrutement de nos établissements. Donc nous jouons un rôle clé à la fois effectivement dans les modèles d'affaires, mais également en tant qu'acteurs du système. Et cette transformation en fait, de nos activités, de nos pratiques, pose, c'était un des points qui a été souligné ce matin, la question de l'utilité sociale finalement des connaissances que l'on produit, puisque cette inversion de la fin et des moyens induit une déconnexion, on va dire, avec la pertinence
des travaux que nous produisons. Et on voit de ce fait, à l'heure actuelle, certains établissements, je pense notamment à Harvard Business School, qui est en train d'essayer de pousser, on va dire, l'analyse des impacts des connaissances produites par ces professeurs, et notamment en poussant à un classement, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Thinkers 50s. Vous avez d'ailleurs beaucoup de professeurs d'Harvard qui sont classés dans ce classement, mais également des journalistes, par exemple. Et où la notion d'impact concurrence, on va dire, les formes d'évaluation actuelles de la recherche. Je vous remercie.